et bienvenue dans La Belle Histoire. L'histoire que nous avons décidé de vous raconter aujourd'hui est celle d'un véritable fléau, la Grande Peste de 1720. Arrivée par bateau à Marseille, elle tuera un habitant sur deux et la maladie avance, court même, direction le Vaucluse. Une éclipse l'avait pourtant prédit. Il y eut un grand éclipse qui aurait dû nous faire comprendre ce qu'il allait advenir. En 1720, la région du Vaucluse a connu les heures les plus sombres de son histoire. Celle que l'on va appeler la Grande Peste débarque au port de Marseille et tue la moitié de la ville en un temps record. C'est l'hécatombe totale, en particulier au mois d'août, où il mourait jusqu'à 1000 personnes par jour. Il faut faire vite, le grand mal gagne du terrain. À une centaine de kilomètres de là, les villages ne seront bientôt plus épargnés. Cette peste est une punition divine. Rien que d'évoquer le mot, ça crée déjà la panique. Comment réagir face à la peste? Comment s'en protéger? Construire un mur pour se barricader, comme le font les habitants du Vaucluse? Avec comme objectif, barrer la route à la peste. Barrer la route à la peste. La peste est redoutable, c'est le diable qui l'accompagne. À l'époque, pouvait-on échapper à ce poison noir? Et comment? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Et vous, qu'auriez-vous fait face à la Grande Peste? Avec Myriam Bounafa, avec François Reynard. Vous êtes donc dans le Vaucluse? Vous aimez La Belle Histoire? Alors c'est parti. Vous êtes sur les monts de Vaucluse, au milieu de villages paisibles entourés de vignes de toutes les couleurs et des chemins qui ondulent. Pourtant, si l'on regarde bien ces paysages, un serpent de pierre slalome au milieu de la garrigue. La ligne, comme on l'appelle encore aujourd'hui, est en fait une petite muraille de Chine bien courageuse. Il y a 3 siècles, ce mur veut livrer bataille contre la peste, cette garce sans pitié qui frappe les villages. Un mur, un rempart de cailloux dérisoire face à une menace dont on ose à peine prononcer le nom. Le 25 mai 1720, à une centaine de kilomètres de là, un navire hollandais, le Grand Saint-Antoine, débarque à Marseille, chargé d'étoffes précieuses. Ce que les habitants de la région ne savent pas encore, c'est que ce navire transporte également à son bord une redoutable ennemie. Très vite, Marseille tout entière va plonger dans le noir. La peste de Marseille a été due à un homme essentiellement, c'est-à-dire le premier échevin de la ville qui s'appelait Jean-Baptiste Estel, dont la cargaison sur le Grand Saint-Antoine était très importante pour lui. Dans les cales du navire, une cargaison qui vaut de l'or, de la soie, de la cire, du coton, destinée à s'écouler sur tous les marchés de la région. Le Grand Saint-Antoine était parti charger au Liban. À présent, il rentre et navigue vers Marseille. Mais il est obligé de s'arrêter à Tripoli parce qu'il a eu une très grande tempête sur un parcours qui est court, 250 km à peine, et il est obligé de renouveler ses voiles, ses mâts, etc. Et là, il achète les mâts et les voiles et les cordages d'un bateau anglais dont l'équipage était mort de la peste. Étrangement, plusieurs marins meurent sur le trajet, 2, puis 5, puis 10. Même le médecin du bord succombe à une fièvre étrange. Le capitaine du bateau poursuit sa route en prenant soin de s'isoler dans sa cabine. Il sait ce que vaut sa marchandise. Dans quelques heures, il aura accompli sa mission. Et il arrive le 25 mai à Pomègue. Pomègue qui est une île en face de Marseille où était établie depuis un siècle au moins, si ce n'est plus, la quarantaine, c'est-à-dire l'isolement nécessaire aux bateaux qui arrivaient de l'étranger. Mais au lieu des 40 jours d'isolement obligatoire, l'échevin Estel, le premier magistrat de la ville, en décide autrement. Il veut faire fortune, il obtient le feu vert pour récupérer sa marchandise. Pas de quarantaine donc, mais 20 jours d'isolement seulement. L'impatience et l'avidité seront fatales. On lui fait décharger ses marchandises dans le lazaret de la ville de Marseille, mais justement aussi le gardien de la cargaison meurt. Tous pressés, un peu trop peut-être. On ferme les yeux sur les morts suspectes autour du Grand Saint-Antoine. La marchandise commence à circuler dans la ville. Les marins descendent à terre. Et les voilà qui donnent leur linge aux lavandières. Une femme meurt en ville. Alors là, ça commence à être à l'alarme. Une erreur qui va donc être fatale. En faisant entrer les étoffes dans la ville, on fait aussi entrer les puces. Gonflées de sang pestiféré, elles vont piquer tout ce qui bouge. les hommes, les femmes, les enfants, les riches, les pauvres. Personne n'est épargné. Les Marseillais vont tomber comme des mouches.
À partir du 9 juillet, la peste se déclare dans la ville et c'est l'hécatombe totale, en particulier au mois d'août, où il mourait jusqu'à 1000 personnes par jour. Les corps envahissent, on jette les corps par les fenêtres, enfin, c'est absolument inimaginable. La peste, la maudite, celle dont on ignore tout en 1720. L'Institut Pasteur est le seul endroit en France où l'on étudie de près le bacille de la peste. Le docteur Elisabeth Carniel est responsable du service dédié à la bactérie. Et même pour nous, impossible d'accéder au sas qui renferme la forme la plus dangereuse de la peste. Le laboratoire de niveau 2. Ça veut dire quoi de niveau 2 De niveau 2, c'est-à-dire que ça n'est pas la haute sécurité. Mais même en niveau 2, il faut enfiler une blouse. C'est obligatoire. J'adore les blouses. Je dirais Dr Benton. Si le bacille de la peste pourrait ressembler à quelque chose comme ça veut dire qu'il faut imaginer que chaque petite goutte qui sont là comporte des millions de bactéries et que si l'homme est atteint par une seule d'entre elles, il est atteint de la peste et il peut mourir. Alors, en général, on parle de dose létale. Pour la souris, il suffirait de 10 bactéries Pour la tuer. pour la tuer. Pour l'homme, on ne sait pas. Pour l'homme, on ne sait pas, mais ça doit être un petit peu plus, mais à peine. Donc, comme vous dites exactement, là, il y aurait quand même de quoi tuer beaucoup de monde, oui. La peste va se répandre comme une traînée de poudre. Elle frappe vite, sans état d'âme. Les femmes enterrent leurs maris, les maris n'ont pas le temps de pleurer leurs femmes, les enfants deviennent orphelins. La peste a tellement tué de personnes dans l'histoire de l'humanité que rien que d'évoquer le mot, ça crée déjà la panique. Car la peste est partout autour de vous. Elle sature l'air. La contagion sème la terreur. Tout le monde pense à l'époque que c'est la punition de Dieu. Le ciel laisse entendre sa fureur. À l'époque, évidemment, ce dont on est persuadé, c'est que la peste est due à l'ire de Dieu, au mécontentement de Dieu, au fait que les hommes pêchent, et on se fait soigner surtout par la prière. Vous auriez été Marseillais à l'époque, alors certainement vous auriez beaucoup prié. C'est la seule défense face à Satan et sa faucheuse. Si Dieu voulait punir les hommes de leurs péchés, alors il a réussi son coup. Il meurt plus de 300 personnes par jour. Les cimetières débordent des cris d'effroi. Les corps envahissent les rues. La ville sombre rapidement dans le chaos. C'est vécu comme une malédiction. Bien sûr, une punition divine. Parce que les hommes ont péché, n'ont pas assez prié. D'ailleurs, parmi les premières mesures qui sont prises, avant les mesures militaires et la création des lignes sanitaires et des enfermements, on va faire appel lors de processions ou lors de prières, évidemment, à la bénédiction et à la protection du Très-Haut. Il faut s'imaginer que quand la peste arrive en 1720 à Marseille, c'est alerte générale sur tout ce territoire-là. Tout ce qui est la Provence, je pense qu'il y a de 30 à 50% de la population qui meurt. Donc c'est gigantesque. Marseille sera ruinée considérablement pendant des années. Hein. Le grand personnage de la peste de 1720 à Marseille, c'est l'évêque de la ville qui s'appelle Monseigneur Belzins. Il y a un quartier de Marseille qui s'appelle Belzins. Devant l'église qui est en bas, je ne sais plus comment elle s'appelle, à Marseille, il y a toujours Monseigneur Belzins qui protège la ville parce que c'est quelqu'un qui est allé aider les pestiférés, etc., alors que personne ne voulait les toucher. On envoyait les repris de justice, les bagnards, les soldats, en disant de toute façon il est condamné à mort, allez vas-y, il a qu'à crever avec. Lui c'était quand même un type très bien. Mais Marseille après ça, c'est a chuté complètement. C'était plus le port prospère du XVIIe siècle. Hein. En 2 mois, Marseille va se vider. 40 000 morts, 1 habitant sur 2. Les élus décident de fermer la ville. Plus rien ne doit circuler entre Marseille, la pestiférée, et le reste de la Provence. Le Parlement avait décidé d'isoler Marseille. C'est-à-dire Marseille ne doit plus communiquer avec l'extérieur, donc il a seulement 2 portes ouvertes. 2 portes ouvertes seulement. Marseille va donc se fermer comme une huître, mais impossible de ne pas nourrir les gens. Les commerçants continuent à circuler sur les routes de Provence, et voilà la peste transportée sans effort d'un marché à un autre. L'épidémie va se déplacer à la vitesse de 45 km par mois. Vous êtes maintenant sur les hauteurs des monts de Vaucluse, à Cabrières, entre Marseille et Avignon. Et vous êtes sur vos gardes. Vous devez montrer patte blanche pour rentrer dans la bourgade, bulletin de santé obligatoire.
Pour éviter toute communication avec la province et qu'il ne se glisse aucun abus au bulletin de santé qu'on expédiera aux habitants, et particuliers de Cabrières. Donc là, ce document, c'est la naissance des bureaux de santé et les gardes doivent s'assurer que chacun détient un bulletin. Disons qu'on va avoir un secrétaire, peut-être le prêtre de la commune, qui sait écrire. On a une personne qui sait peut-être écrire dans la communauté, qui aura le pouvoir de rédiger ce qu'on appelle un bulletin de santé, une sorte de passeport, qui sera délivré à la personne qui veut quitter la communauté, le village, pour aller dans une autre, mais sur lequel sera bien précisé que ce lieu est sain, non soupçonné de peste, et qu'il a donc le droit de partir, d'entrer dans une communauté et d'en revenir à condition que cette communauté soit également non soupçonnée de peste. La peur entre avec vous dans le village. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, dira La Fontaine. La peste, il y avait même plusieurs façons de l'attraper. Il y a 2 formes de peste. Il y a la forme bubonique, qui est la plus fréquente, et la forme pulmonaire. La peste se transmet par piqûre de puces, des puces qui sautent sur les animaux, des rongeurs infectés, les rats notamment. Elle a avalé du bacille de la peste en piquant le rongeur. Elle saute sur l'homme, elle le pique, elle lui transmet le bacille. Et là, le bacille va disséminer jusqu'au ganglion, drainant le point de piqûre. Ça va gonfler, c'est ce qu'on appelle un bubon. Et c'est ça la peste bubonique. Et à partir du bubon, le bacille dissémine par voie sanguine vers le foie, la rate, et cause une septicémie mortelle. Sans traitement, la peste bubonique est mortelle dans 40 à 70% des cas en environ une semaine. Mais plus que vicieuse, la bactérie peste est complexe. Elle voyage aussi tout simplement dans les airs, on peut l'attraper comme on la respire. Et l'autre forme, c'est la peste pulmonaire, où là, le bacille est arrivé dans les poumons. Si j'ai une pneumonie pesteuse, je me mets à tousser. Là, vous êtes infecté, tout le monde est infecté. Et là, c'est la mort en 3 jours. Une mort fulgurante et des cadavres qu'il fallait vite brûler. Si à l'époque vous étiez galérien, vagabond ou vaurien, vous alliez vers une mort certaine. Vous aviez vraiment le mauvais rôle. On vous appelle les corbeaux. Le corbeau a un rôle essentiel pendant la peste, c'est qu'il est chargé de ramasser les corps qu'on jette quelquefois par les fenêtres et de les mettre et de les transporter dans des carrioles pour les jeter dans des trous ou les jeter où on pouvait. Et chose curieuse, sur les tableaux de Michel Serres, figurez-vous, il portait un bonnet, devinez de quelle couleur? Rouge. Et pour ceux qui se tenaient loin des corbeaux, des mesures d'hygiène vont s'imposer. À l'époque, on ne fait pas vraiment de concours de propreté. Tout le monde a des poux, des puces, de la crasse. Mais par contre, on n'est pas idiot et on sait très bien que si l'on parfume une maison ou une personne, on va peut-être la sauver. Que va-t-on faire? On va prendre cette personne, on va la déshabiller, on va la mettre dans un local que l'on va bien fermer. Dans ce local, on va faire brûler toutes sortes de plantes odorantes, du thym, mais aussi du soufre, ce qui va parfois de la poudre à canon, ce qui va parfois vivement provoquer l'incendie du bâtiment. Le mimosa, tout ce qui sent bon, le camphre, la girofle, on est persuadé que ça éloigne la maladie. Il y a 3 choses, on fait beaucoup transpirer, parce qu'on a compris qu'en transpirant, on éliminait les microbes, on n'emploie pas le mot microbe, les miasmes à l'époque. On faisait aussi, on leur donnait des clistères, on faisait vomir. Les médecins aussi doivent faire leur travail, mais ils vont se protéger. On va alors les reconnaître de loin. Déguisés en oiseaux géants, ils sillonnent la ville, presque aussi effrayants que la peste. Sous ce costume, on a une petite chemise, un pantalon, on a des bottes de cuir, on a un grand manteau de cuir et on a une cagoule. Et cette cagoule, elle a un grand nez, comme un bec d'aigle, très profond. Et puis dans ce bec très profond, on met quantité de parfums, de plantes parfumées pour se protéger. On se protège aussi avec le vinaigre. Vous êtes donc contrôlé, surveillé, désinfecté, vous portez un carnet de santé et vous vous retrouvez prisonnier dans votre propre village. Mais quand vous avez vous aussi des marchandises à vendre, une fiancée à retrouver, du foin à faire passer, Vous êtes prêt à tout.
On a l'exemple d'un élu d'un village voisin qui se présente à la porte, à la garde de la ville de Lille et il montre patte blanche, son billet de santé, mais là l'officier de garde voit très bien que ce billet ne correspond pas à la description, parce que sur le billet on avait le portrait de la personne, ne correspond pas du tout à la personne qui se présente. On interroge cet homme-là, qui était le consul du village, donc l'équivalent du maire aujourd'hui, et là son collègue de la ville lui fait une belle leçon de morale et qui lui dit « Mais attendez, vous, en tant que consul, qui devriez être un modèle, vous osez venir avec dans votre poche un billet qui n'est pas le vôtre ». Voilà 1 an déjà que la peste est arrivée à Marseille et devient plus que jamais une menace pour le comtat venessin. Les territoires pontificaux d'Avignon vont prendre une mesure radicale, interdiction totale de circuler. Ils décident de tracer une ligne sanitaire en pierre. Bonjour, Bonjour. merci Bonjour. de nous accueillir. Mais c'est très volontiers. Alors ça, c'est le mur de la peste, le fameux. C'est le fameux qui part donc, qui commençait à peu près là, à cet endroit-là, et qui allait jusqu'aux gorges de l'Anesque. 27 km de murs qui zigzaguent sur les monts de Vaucluse, de Monnieu à Cabrières. Un rempart de pierres sèches, un mur sans aucun mortier, il fallait qu'il se monte en 6 mois. Si vous habitiez Cabrières à l'époque, vous auriez beaucoup travaillé. On réquisitionne le maximum de monde, parce que ça, 27 km de mur, c'est pas rien. Donc c'est des habitants des communautés, avec quelques restrictions. Il faut qu'ils soient quand même assez jeunes, moins de 60 ans, qu'ils ne soient pas trop à charge de famille, parce qu'il faut quand même continuer à gérer la ferme, etc. Ouais. Donc on réquisitionne plutôt des paysans qui ont déjà l'habitude de monter des murs, ou des artisans. Et ceux qui viennent, ils sont payés 10 sols par jour. Mais comme il faut du monde, on peut réquisitionner aussi les gens qu'on va avoir sous la main, des vagabonds, ou voire même des enfants, des jeunes. Il faut vraiment se mobiliser contre le fléau. C'était réaliste de penser qu'en construisant un mur, une barrière, on allait arrêter cette maladie-là? Alors évidemment, nous, les murs, on n'aime pas ça dans la mentalité moderne. Ça fait toujours, on a l'impression que c'est le mur de Berlin, c'est le mur en Israël contre les Palestiniens. C'est des images qui sont désagréables pour nous. Mais il y a souvent recours à des murs pour se protéger. Oui, tout à fait, ou bien la ligne Maginot, etc. Mais bon, en même temps, c'est une maladie contagieuse. À partir du moment où on a compris qu'elle était contagieuse, on a compris que pour s'en prémunir, il fallait éviter que les gens malades soient en contact avec les gens en bonne santé. Mais en tout cas, dans l'idée, moi, c'est pas une idée qui me paraît absurde. Ce mur sera gardé par plus de 1000 soldats, 40 tous les 300 mètres. Ils se tiennent en poste, debout dans les guérites. Je suis du côté de la peste. Vous êtes du côté de la peste parce qu'il se trouve que dans un premier temps, on pensait que la peste allait arriver par là. Mais comme elle est passée par Avignon, là-bas, L'arrivée du mauvais côté. elle est arrivée par là. Donc les soldats du roi se sont installés ici. Voilà, donc je suis dans une guérite. J'ai probablement mon fusil avec moi. Et je surveille les gens qui peuvent arriver de ce côté-ci, en tout cas qui voudraient sauter le mur. Les journées doivent être longues quand même. Hein. Sans doute, oui, sans doute. Vous pensez à quoi dans ces moments-là, Denis? Sans doute, je ne sais pas. Si je suis poète, je fais de la poésie. Sinon, je crois, moi, en tant que soldat, je ne sais pas trop parce que le soldat, lui, c'est son métier. C'était sans doute beaucoup plus dur pour le paysan qui a dû venir bâtir ce mur, qui lui était coupé de sa famille, coupé de son travail, parce que c'était un problème. Le soldat, je pense que c'est un peu différent, c'est son travail. Ce mur les empêchait de progresser. Donc ils ne pouvaient pas aller plus loin, au moins à ce niveau-là. Donc ceux qui étaient infectés, parce que le problème c'était la personne qui arrivait, qui était donc infectée mais en phase d'incubation, donc pas encore les signes cliniques, elle pouvait arriver et déclencher sa maladie ensuite, et donc la transmettre aux autres. Elle pouvait transporter des puces et des rats infectés avec elle dans ses bagages qu'elle emmenait. Là aussi, ça arrêtait tout. Et les rats, ils peuvent grimper sur des murs de 2 mètres, donc ils pouvaient passer par-dessus, donc arrêter les rats et leurs puces, non, arrêter les hommes, oui. Une muraille qui vous empêche de passer. Vous, mais aussi les aliments, les marchandises, vous ne pouvez plus bouger.
Le prix à payer sera terrible. Les murs qui vont être mis en place, les barrières naturelles ou artificielles qui vont être établies pour pouvoir empêcher la peste de circuler, ça va surtout empêcher les hommes de circuler, le commerce de circuler. C'est ça. Donc à un moment donné, ça porte préjudice quand même, il va manquer de denrées. Mais évidemment, ici, petit État comtadin, nous ne pouvons pas vivre sans le blé de Bourgogne ou les bestiaux du Dauphiné. On a peur de la pénurie, de la famine, parce que Oui, c'est ce qui bien s'est sûr. passé à Et Marseille. c'est un souci, bien sûr, les gens meurent de faim dans les rues. Tous les élus dénoncent, bien sûr, l'abandon des malades, mais aussi la désorganisation et la non-nourriture des gens, le manque de provisions. Et voilà pourquoi toutes les communautés vont avoir le souci de faire entrer des denrées, du Faire sel, des réserves. Anticiper. Voilà, exactement. On appelle ça aujourd'hui, je crois, principe de précaution. Principe de précaution. Mais les mesures contre la peste, vous le savez, sont déjà draconiennes. L'hygiène, l'isolement, la pénurie. Vous êtes donc l'un des habitants de ces petits villages du Vaucluse. Vous n'avez plus grand-chose à manger, la mort peut frapper n'importe quand. Elle a certainement déjà fauché un père, une mère, un frère, une sœur. La vie apparaît comme un sursis et vous prenez conscience très ardemment qu'il faut la goûter à chaque instant. Noyons nos esprits dans la joie, célébrons l'empire de la peste. Dit un poème de l'époque. Quelque chose d'extraordinaire. Pendant la peste, comme après la peste, les mariages se multipliaient. Si vous voulez, pour ceux qui n'étaient pas croyants, évidemment, à l'époque, eh bien, on se laissait vraiment aller à ces envies de sexe et tout, parce que c'était une façon de se dire, il nous reste peu de temps à vivre, alors profitons-en au maximum. Et puis, très vite, après la peste, les mariages se faisaient. Les villes étant ruinées complètement, on faisait venir des personnes de l'extérieur de la ville pour remplacer tous ceux qui étaient morts. Vous avez survécu grâce à l'hygiène et l'isolement et tous les principes de précaution. L'épidémie finira par reculer dans la région pour définitivement disparaître 2 ans plus tard. Mais il ne faut pas oublier que la Grande Peste en 1720 aura fait plus de 200 000 victimes. C'est une bactérie oubliée aujourd'hui. Non, elle n'a jamais disparu. Beaucoup de gens, quand je leur dis que je travaille sur la peste, on me dit « mais quoi, la peste, ça existe encore ?» Et oui, non seulement la peste existe encore, mais elle n'a jamais disparu. Il y a des foyers de peste actifs dans le monde, dans une grande partie de l'Asie, Chine, Inde, Kazakhstan, Vietnam, Birmanie et autres. Il y a le continent africain qui est le plus touché actuellement, avec surtout le Madagascar et la République démocratique du Congo, mais la moitié de l'Afrique est un foyer de peste. Il y a eu, il y a 15 jours, une personne qui est morte de peste encore aux États-Unis. Non. Voilà, donc la peste n'a pas du tout quelque chose du passé qui n'existe plus. Sur notre territoire, le dernier cas de peste remonte à 1945 en Corse. Et depuis 15 ans, près de 40 000 cas de peste ont été déclarés dans le monde. Les épidémies feront toujours partie de notre histoire. La peste, elle a fini par s'en aller, mais la peur, elle, qu'ont ressentie toute cette population-là, et après, elle va rester au fond de nous. Elle reste au fond de nous avec cette peur des grandes épidémies, mais je pense qu'on a raison d'avoir peur des grandes épidémies. Alors, on a tous en tête l'idée récente de la grippe H1N1. Là, tout le monde dit, ah bah voilà, on avait dit que ça allait être la catastrophe, Roselyne Bachelot et ses vaccins, etc. Puis finalement, Millions de vaccins. Voilà, et ces millions de vaccins, et puis finalement, il ne s'est rien passé. Oui, d'accord, mais en tout cas, il y avait tout le corps médical dans le monde entier qui disait attention, ça va recommencer, etc. Donc bon, voilà, il ne faut pas oublier que la peste, alors là, on a parlé de la peste à Marseille de 1720, mais plus récemment, la grippe espagnole, ce qu'on appelle la grippe espagnole, la grippe de 1918, eh bien, la grippe espagnole, elle a tué, on estime que c'est entre 30 et 100 millions de personnes dans le monde, selon les estimations, d'accord ? Donc ça, c'est 1900... On n'est pas à l'abri d'une nouvelle épidémie mondiale qui évidemment pourrait... qu'on n'est pas à l'abri, évidemment qu'on n'est pas à l'abri. Mais qu'il y ait des épidémies qui flambent, etc., ça c'est sûr que ça peut se reproduire et que j'espère qu'on pourra s'en prémunir, mais qu'il faut faire attention. On a vu le sida. On voit la grippe qui se modifie tous les ans. On voit des virus de fièvre hémorragique qui apparaissent. Donc oui, en permanence, des nouveaux virus apparaissent, des nouvelles bactéries peuvent émerger également. Et donc ce qu'on apprend, c'est qu'on n'est plus comme on croyait il y a encore quelque temps à l'abri des maladies infectieuses, mais qu'il faut en permanence que l'homme court plus vite que les bactéries pour avoir toujours
donc une foulée d'avance sur elle. Encore aujourd'hui, si la peste n'est pas détectée dans les premiers jours, impossible d'éviter la mort. Des siècles après les grandes pestes de l'histoire, les chercheurs de l'Institut Pasteur travaillent toujours à trouver un vaccin. Mais n'oubliez pas une chose, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vos ancêtres ont survécu. La belle histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien et restez-nous fidèles pour nous revoir le Plus, Internet et les réseaux sociaux. Salut!